Je réponds au nom de Josué Kapuya. Je suis congolais de Kinshasa parce qu'il y en a deux. Alors, il y a le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Alors, moi, je suis de Kinshasa. Donc, je vis à Kinshasa, dans la capitale congolaise et tout. Et je suis assistant administratif chez Comtech. C'est là où je travaille. Et donc, voilà un peu. En bref. En tout cas, la majeure partie, je l'ai passée au Congo. Je suis allé une fois à Brazzaville et puis à Mhm. Pointe-Noire, de l'autre côté du fleuve et tout. Je suis allé, j'ai fait quelques temps là-bas, mais j'ai pas passé toute ma vie, en fait, dans la capitale. J'ai été dans le sud, au Katanga, Ouais. et j'ai aussi été, je crois que c'est à l'ouest, euh, dans le Congo central. Donc, j'ai quand même essayé de sillonner un tout petit peu. À Lubumbashi, je suis allé et tout ça. Et voilà, donc on a quand même essayé de parcourir un peu quelques provinces pour avoir une idée de comment les choses se passent et comment les gens vivent et tout. Question de tourisme et tout ça, oui. Donc, ça va. Très bien. Euh, En fait, c'est une situation assez dramatique, tu vois, parce que on vit ça depuis qu'on est tout petit. C'est pas une situation d'aujourd'hui, tu vois. Les gens semblent ignorer ce qui se passe là-bas. Mhm. Les gens semblent se focaliser sur d'autres conflits. En fait, je dis ça, c'est sans ignorer le fait qu'il y a d'autres conflits à travers le monde et tout. Mais ce qui se passe en RDC, à l'est du pays, c'est quand même un conflit qui dure il y a, maintenant, ça va à 30 ans déjà, tu vois. C'est quand même énorme. Et il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir là-bas. Et on fait comme si de rien n'était, quoi, tu vois. Et récemment, ici, les événements tout récents ici, il y a la prise de la province nord où il y a avec sa capitale le Goma qui est prise. Il y a aussi la province du sud Kivu qui a été prise avec sa province, sa capitale plutôt, Bukavu, par des rebelles qui sont soutenus par un pays voisin, le Rwanda. Ça, c'est connu, il faudrait que les gens sachent ça. Par un pays voisin, le Rwanda, et par des parrains extérieurs aussi, internationaux. Tu vois un peu. Et du coup, tout ça, c'est les zones qui sont occupées, en fait, ce sont des zones minières, si je peux dire. Voilà. Il y D'accord. a une grande partie des richesses, des mines qui longent ces zones-là. Et ces zones sont passées entre les mains des rebelles. Et c'est dramatique parce que il y a des gens qui meurent là-bas et on continue à exploiter les minéraux, à envoyer ça partout dans le monde. On fabrique des Mhm. téléphones, on fabrique des ordinateurs, on fabrique des armes et tout ça avec le sang des gens qui coulent là-bas. Tu Tout vois à un fait. peu. Et c'est comme si, quelque part, il y a une volonté manifeste de maintenir cette zone-là en conflit pour continuer à alimenter, je ne sais pas moi, l'exploitation illicite. Tu vois un peu. Et nous, on est à Kinshasa. Peut-être qu'on ne vit pas ça directement, mais on a de la famille là-bas. On a des amis là-bas et c'est dramatique. Vous apprenez chaque jour, on a décapité, on a tué, on a violé. Et le conflit qui se vit là-bas, c'est devenu comme monnaie courante, quoi. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont décapités, il y a des villages brûlés. Et c'est chaque jour qu'on entend ça, sous le regard, je ne sais pas moi, complice, inconscient peut-être de la communauté internationale. Et c'est quand même fort. Alors, les événements récents là ont fait que on a vu au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand même des voix se sont levées et tout pour dénoncer ce qui se passe là-bas avec l'appui du Rwanda. Et il y a même des rapports de l'ONU qui attestent que les troupes rwandaises sont entrées en RDC. Bien que Mhm. le président rwandais a continué à nier et tout, mais il y a des troupes rwandaises qui sont en train de soutenir le M23 sous prétexte que la RDC héberge les FDLR et tout ça, un autre groupe rebelle du Rwanda qui semblerait, selon le Rwanda, se cache en RDC et le gouvernement congolais est en train de les protéger. Or, c'est pas ça, tu vois, parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont attrapé aucun FDLR. Donc, c'est une situation vraiment, on voudrait que que ça se connaisse, que ça se passe savoir à la face du monde. Que les gens sachent ce qui se passe là-bas et qu'on arrête d'ignorer. Tu vois un peu. Parce qu'on a vu ça Mhm. avec le conflit qu'il y a en Ukraine.
Israël et la Palestine et tout ça. On a vu la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine. C'est très bien, cette solidarité-là. Mais avec le Congo, on fait comme si rien n'était. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Ce sont des Tout à humains fait. qui meurent aussi là-bas. Et c'est pas juste. Il faudrait vraiment que le monde se réveille et que l'on fasse quelque chose. Ouais, question, du coup, tu as dit que le Rwanda était également soutenu par des voix à l'international. Est-ce que tu peux préciser, tu sais un peu d'où vient le soutien, de quelle partie du monde? Quand le Rwanda a multiplié ses actions et tenté de soutenir les rebelles du M23, quand ils avançaient dans les localités un peu lointaines et tout, bon, pendant que le président congolais, le président Félix, était en train de dénoncer ce qui se passait là-bas, condamnant le Rwanda, et même quand il y a eu un rapport de l'ONU avec le rapport mapping et tout, qui atteste, qui donne toutes les preuves et tout ça, qui retrace un peu comment les choses se font. Bizarrement, on a vu que la France a signé un nouveau contrat avec le Rwanda pour lui octroyer une certaine somme pour permettre à ce que le Rwanda continue à exploiter ses mines, vendre des trucs. Le Rwanda était en train en fait, la France a soutenu le Rwanda financièrement et a renforcé sa coopération militaire avec le Rwanda. Donc, en train de donner une sorte de soutien militaire au Rwanda avec tout ce qui se passe. Tu vois un peu. Alors, on était choqués de voir que, avec tout ça, on avait l'impression que c'est comme si l'Europe nous faisait une guerre par procuration. Tu Hmm. vois un peu. On dénonce quelqu'un, il y a des preuves et tout, et l'ONU a donné des rapports et tout ça. Mais bizarrement, on continue à soutenir le Rwanda. C'est comme si la plainte de la RDC restait lettre morte. Tu vois un peu. Et quelque part, il y a aussi le Luxembourg qui continue à bloquer les sanctions, à bloquer les sanctions Luxembourg? de Ok. l'Union européenne. Voilà. Alors, tout ça, ça choque un peu. Et de l'autre côté, on envoie la RDC à un dialogue, alors que ce dialogue-là, auquel on voudrait que la RDC participe, le Rwanda ne veut pas prendre part à ce dialogue, mais il y a des nations qui nous poussent, qui veulent qu'on fasse ce dialogue. Et ce dialogue, on sait, une fois ce dialogue a été fait, en 2012, 2011 et tout, avec l'ancien président Joseph Kabila. Ce dialogue-là a été fait, mais ça nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui, à un Hmm. brassage, un mixage de l'armée congolaise et tout, qui a été infiltré à tous les niveaux par les Rwandais. Tu vois un peu? Alors, Hmm. c'est la crainte aujourd'hui, les revendications des rebelles et tout ça. On veut nous pousser au dialogue, mais les dialogues, ils revendiquent qu'on ne peut pas intégrer des rebelles dans l'armée. On ne peut pas les intégrer dans Hmm. l'administration publique et tout. Tu vois un peu? Parce que ça a été fait. Et quand le président Félix est arrivé, il a voulu arrêter ça. Et les conflits ont recommencé, disant qu'il n'a pas respecté les accords. Tu vois un peu. Ouais. Alors, toutes ces nations-là font semblant comme si elles sont complètement ignorantes de ce qui se passe. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On voudrait que ça cesse. On voudrait faire entendre la voix de la RDC un peu partout dans le monde, de manière à ce que les gens sachent qu'il y a un pays qui a agressé, exactement comme l'Ukraine. Tu vois Tout un à peu. fait. Je crois que oui, ça se fait. Ça se fait. Déjà, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a la ministre des Affaires étrangères. Elle a eu à assister à plusieurs sommets et tout. Et voilà, ça a été dénoncé là-bas, ça a été prouvé. Et je crois qu'il y a certaines nations, en fait, il y a plusieurs nations qui ont quand même pris part, qui ont pris la parole et tout pour condamner ce qui se fait là-bas. Même ici, au pays, à Kinshasa, il y a eu des marches et tout ça. Bon, c'est récemment, il y a eu des marches, mais ce qu'on déplore seulement, c'est que les gens font des marches et tout, mais vont un peu à l'extrême. Ouais, parce que dernièrement, ils sont allés jusqu'à incendier des ambassades et tout ça, et c'est pas trop bien. Il Hmm. faudrait que les gens Bien sûr. revendiquent, s'entendent leur voix, mais sans qu'il y ait des cas, sans qu'il y ait toutes ces histoires-là. Tu vois un peu. Alors, on souhaiterait que le gouvernement mette en place une sécurité maximale pour essayer de protéger les biens d'autrui et tout, mais qui n'y ait pas de destruction, tu vois un peu. Mais que les gens revendiquent, même à travers l'Europe aussi. J'ai vu des manifestations en Allemagne, j'ai vu des manifestations même en France aussi, même aux États-Unis, il y a des gens qui ont marché à gauche, à droite pour essayer de faire entendre la voix de la RDC, porter un peu cette voix-là pour dire non, stop à ce qui se passe là-bas, parce que ça doit cesser. Ça Exactement. doit cesser. Oui, ça doit cesser. Parce que là, on a l'impression que Goma est coupé de Kinshasa. Ça. Ils ont même installé une autre administration et c'est compliqué.
Bon, en fait, bon, il y a des nations qui sont qui privilégient peut-être les intérêts économiques et tout. Et en ce qui concerne la Chine, bon, je ne sais pas si elle a peut-être la tête ailleurs, quelque chose comme ça, mais elle ne sait pas. Elle a juste fait un communiqué disant qu'elle condamnait ce qui se passait là-bas, mais sans trop de commentaires et tout. Mais la Chine reste un partenaire assez stratégique pour la RDC parce qu'il y a des contrats qui ont été signés depuis bien longtemps, de manière à ce que la Chine continue à exploiter certaines mines et tout pour les infrastructures et tout. Mais sa position reste un peu sans, comment je peux dire, elle n'est pas trop accentuée, quoi, tu vois. Elle n'est pas, parce qu'il Hmm, y a comme le Canada, on a vu le Canada a donné une longue liste de sanctions contre le mhm. Rwanda. Et la Grande-Bretagne a fait pareil. Et voilà un peu. Et l'Allemagne aussi, je crois, il y a eu quelques sanctions. Mais en ce qui concerne la Chine, elle s'est vraiment limitée seulement à Ok. dire que le Rwanda devrait se retirer de la RDC et tout ça. Et bon, on espère que peut-être qu'elle reste sur une position un peu observatrice. Mais on Ouais. voudrait que les gens se prononcent un peu pour que ça fasse un peu lourd. Parce qu'il y a des nations comme la Chine, la Russie et les États-Unis, ce sont comme des nations, même la France aussi, ce sont des nations qui ont un certain poids dans la prise de décision. Tu vois un peu. Ouais. Alors, on aimerait que la Chine pousse un peu plus loin pour que le Rwanda se soit dans une position où il faudrait vraiment arrêter de faire ce qui se fait là-bas. Bien. Exactement. Mais justement, concernant le Rwanda, encore une fois, ne penses-tu peut-être pas que les pays ont une certaine réticence à vouloir sanctionner le Rwanda parce qu'ils le voient aussi comme un partenaire stratégique? Je pense ici au Royaume-Uni qui a passé il y a pas longtemps un accord bilatéral sur le renvoi de migrants, mais comme tu as dit, ils ont quand même décidé de sanctionner le Rwanda. Peut-être qu'il y a d'autres pays à l'échelle internationale qui sont indifférents face au conflit, mais qui également voient le Rwanda comme un partenaire stratégique. Est-ce que du coup, toi, tu penses que c'est plus une communauté internationale qui est aveuglée et qui est indifférente face à ce qui se passe au Congo, ou c'est plutôt une communauté internationale qui a peur de créer, on va dire, une polarisation entre le Rwanda et le Congo, par exemple? Bon, ce que je pense, c'est que, bon, je ne sais pas trop si c'est la peur ou c'est par complaisance, mais il faudrait trouver un mot pour expliquer ce deux poids, deux mesures. Parce que je prends l'exemple encore une fois de la mobilisation qu'il y a pour soutenir l'Ukraine. On invite toutes les nations du monde à soutenir l'Ukraine. On invite toutes les nations à prendre part, à aider l'Ukraine et tout ça. Non, mais c'est deux poids, deux mesures. La communauté internationale, elle gère un peu, elle a un mot à dire, le Conseil de sécurité a un mot à dire sur les conflits qui se passent un peu à travers le monde. Tu vois un peu. Mm. On a condamné l'attaque du 7 octobre du Hamas en Israël et tout, on a condamné. Et Israël a riposté. Tu vois un peu. Et la communauté internationale a un rôle à jouer. Elle a un rôle capital. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle ne voudrait pas traiter directement avec un pays qui a ses mines, ses ressources minières, son sous-sol riche et tout directement, et préfère plutôt traiter avec un pays qui n'a pas toutes ces ressources-là. C'est paradoxal. Vous soutenez un pays qui n'a pas ce qu'il vous. C'est un peu comme on dit, c'est comme enfin, la communauté internationale se comporte un peu comme un receleur, quoi. Tu vois un peu. C'est pas bien. Et il faudrait qu'elle se prononce. On peut trouver un terrain d'entente, un accord, de manière à ce que ce ne soit pas, en fait, n'est pas traité avec le Rwanda comme si on ignorait complètement que le Rwanda n'a pas ce qu'il vend, en fait. On peut trouver un compromis, le Rwanda peut avoir une partie, et les RDC continuent à avoir sa partie et traiter, acheter les mines ou bien tout ça, normalement. On n'est pas obligé de tuer les gens, on n'est pas obligé de prendre des vies des gens et ignorer ce qui se fait là-bas. Non, moi, je ne sais pas trop. Et en fait, il y a des pays qui protègent le Rwanda parce que je sais pas, c'est un partenaire stratégique, oui, mais il a, en fait, la stratégie du Rwanda est basée sur quoi, en fait? Tu vois un peu. Le Rwanda, c'est mis en Afrique comme un, un pays, en fait, un élément incontournable de plusieurs nations. Bon, oui, mais
on ne doit pas, en fait, ça ne justifie pas le fait qu'on doit tuer des gens pour traiter avec une nation qui n'a pas, au final, ce qu'elle vend. Tu vois un peu, c'est un peu ça le paradoxe. Alors c'est pourquoi on voudrait faire entendre la voix du Congo, de la RDC, que ce ne soit pas par complaisance, que les nations se décident à arrêter ce qui se fait là-bas, ce massacre-là. Ça, c'est un envahissement qui se fait, parce que le Rwanda a ses troupes ici en RDC, au nord et au sud Kivu, et il contrôle ce qui se fait là-bas. Alors, du coup, là, récemment, j'ai vu un article sur Internet. C'est sur RFI, Radio France Internationale, que j'ai vu cet article-là. Ouais. Il y a un monsieur, je sais plus, je sais plus trop le nom, il a dit qu'avec la prise de Goma et du nord et du sud Kivu, c'est 20% du coltan mondial qui se trouve entre les mains des rebelles, de la production Oh, mondiale. C'est assez grave. Je me dis, ouais. sa préoccupation se limite au fait que c'est 20% de la production mondiale du coltan qui se trouve entre les mains des rebelles. Et toutes ces populations qui meurent, on fait comment? On s'en fout. Alors, on voudrait qu'il n'y ait pas ce deux poids, deux mesures. La même mobilisation qu'on a fait. Il y a des. En fait, l'ONU, c'est quand même l'instance. Moi, j'ai été choqué une fois de voir le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, qui a dit, Mhm. on a dit, mais l'ONU est là en RDC. En fait, l'ONU, là, la MONUSCO plutôt, c'est la plus grande institution de maintien de la paix dans le monde. C'est en Mhm. RDC qu'elle se trouve. Elle est là depuis plusieurs Ok. années. Ça fait des décennies qu'elle Ouais. est là. Pas 2 décennies, 20 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça. C'est assez long, mais elle n'a jamais pu mettre la paix là-bas. Sous prétexte, non, elle est là pour la protection des civils. Mais le secrétaire général des Nations Unies a déclaré, il y a une année ou deux, il a déclaré disant que la MONUSCO n'avait pas en fait, le M23, les rebelles qui sont là ont des armes plus sophistiquées que la MONUSCO. C'est assez Ouais, c'est grave. fou. C'est très C'est grave. assez grave comme déclaration. Et c'est passé comme ça, comme si de rien n'était. On en a pas fait mention et voilà. Mais c'est assez grave, quoi. Tu vois un peu, c'est ces deux poids, deux mesures-là qui nous choquent, en fait. On continue à traiter avec le Rwanda comme si de rien n'était. Londres qui a été aussi un partenaire, mais on salue quand même Londres qui a sanctionné, qui a pris des mesures, qui a euh, arrêter certains contrats et tout ça. Ça, nous saluons. Et l'Allemagne aussi a fait pareil. Le Canada aussi, nous saluons. C'est vraiment une marque de soutien. Mais on voudrait que l'Union africaine aussi, parce qu'on on va pas se limiter seulement à la communauté internationale, l'Union européenne et tout. Non. Il Mhm. faudrait que l'Union africaine, qui est cette institution africaine, prenne Ok. aussi ses responsabilités. Qu'elle ne fasse Mais, pas seulement du copier-coller. Si l'UE dit ceci, alors elle emboîte le pas. Non, il faudrait qu'elle prenne aussi ses dispositions pour protéger ses nations, faire respecter l'intégrité territoriale de chaque nation africaine. Ouais, un peu, c'est important. C'est important. Il faudrait que chaque nation respecte un peu ce pacte-là. Il y a des pactes, il y a des traités, tout ça. Il faudrait mettre ça au point et puis respecter ça. C'est un peu dans cette optique-là. exactement. Et dans ton quotidien, dans la vie de tous les jours là au Congo, comment tu le ressens? Comment tu vois la vie actuellement à Kinshasa? Est-ce que tu es quand même assez loin pour que ça t'affecte ou toi, tu t'as l'impression que tous les jours quand même ça crée de la crainte, de l'angoisse, de savoir qu'il y a du coup, une situation avec des rebelles qui est assez, j'imagine, angoissante et difficile à vivre. Bon, c'est vrai que nous, on est à Kinshasa, et dans la capitale et tout. On ne ressent, en fait, on ne vit pas ça directement. Tu vois. L'impact est assez différent. Genre, on est loin, on apprend seulement peut-être via les infos que non, il y a eu ceci, il y a eu des exactions, il y a eu ceci. Bon, on apprend ça, parfois on suit aux médias, les infos et tout. Bon, d'une part, on ne vit pas ça directement, mais quand tu penses que tu as de la famille de l'autre côté, quand tu penses que tu as des frères, des cousins et tout ça, tu as de la famille de l'autre côté, et tu apprends que la ville est prise, ils sont là pris entre deux feux, ils n'ont aucun saint à qui se vouer, la vie devient compliquée là-bas. Bon, même ici à Kinshasa, bon, on peut être là, je peux dire calme et tout, mais quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu vois. On sent Mm. que ça nous angoisse d'une certaine manière. On essaie de multiplier des prières en leur faveur et tout, mais ce qui se passe là-bas, c'est en fait la prise de Goma et le Nord Kivu.
c'est un peu le même procédé qu'a utilisé l'ancien président, le père de, en fait, celui qui est parti avant, Laurent Désiré Kabila, en 2000, en 97. 97, quand Mhm. ils sont entrés, c'est le même procédé. Tu vois, ils ont commencé là-bas, la brousse, le Rwanda et tout ça, l'association avec les rebelles rwandais, tout ça, ils sont entrés, Goma, ils ont pris Goma, après ils ont pris Bukavu, Maniema, tout ça, toutes ces provinces, et ils sont arrivés à Kinshasa. Mhm. Oui. Et c'est le même procédé que les rebelles Nanga et les autres sont en train de suivre. Alors, quelque part à Kinshasa, c'est vrai qu'on vit, mais ça crée une sorte de psychose. Tu vois, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si est-ce que ça va s'arrêter là. Est-ce qu'ils vont progresser? Ça met un peu la ville en alerte, quoi. Tu vois? Il y a des coups, il y a parfois, ça crée un climat d'insécurité, d'incertitude. Tu vois, vous pouvez sortir et vous savez pas, ça peut barder à n'importe quel moment. Et voilà, on reste un peu sur le qui-vive et tout, mais on sent que la vie, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On essaie de tenir et tout, mais la vie est déjà assez compliquée comme ça à Kinshasa. Les choses sont déjà assez coûteuses et tout. La vie est chère, mais ajouter ça, ça va rendre les choses encore beaucoup plus compliquées. Alors, c'est comme ça qu'on appelle aussi notre gouvernement à plus de responsabilité, à plus de sens de protection de civils et tout ça, tu vois. Le gouvernement se prend en charge de manière à assurer la sécurité de la vie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les villes sont en train de tomber les unes après les autres. C'est quand même fou. C'est qu'on se dit que Kinshasa n'est pas protégé, en fait. Parce que Mhm. ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, c'est un peu ce climat de psychose-là qui règne. Bien qu'on essaie de rester serein et tout, Kinshasa tourne un peu. Bon, parce que les premières semaines où les villes de Bukavu et Goma ont été prises, ça a créé un vrai climat d'insécurité dans la capitale. Alors, les gens sont restés un peu terrés chez eux et il y a eu des marches, des soulèvements et tout ça. Bon, le gouvernement continue à rassurer la population, mais bon, on reste Mhm. un peu sur le qui-vive. Hein. Oui, on reste sur le qui-vive. C'est un peu ça parce qu'on s'est dit quelque part, bon, c'est pas pour dire que on le souhaite ou bien on a peur, mais on voit le même procédé. Ça s'est Oui. déjà produit, ça arrive ici. Alors on voudrait que le gouvernement se réveille, qu'il prenne ses dispositions pour que ça ne se répète pas. Est-ce que tu as l'impression que la vie a été rendue plus difficile parce que même si tu es à Kinshasa, j'imagine que, je sais pas, peut-être les prix ont monté. Est-ce que le fait que les forces rebelles ont saisi autant de territoires, il y a des personnes qui ont été affectées professionnellement, économiquement, même, je sais pas moi, mentalement. Comment tu sens un peu l'effet et l'ampleur que ça a pris dans tout le pays? Est-ce que toi, par exemple, ta vie personnelle, tu as dû faire des sacrifices à cause de la situation actuelle ou pas du tout? Euh, bon, d'un côté, ça affecte aussi un peu du côté économique. Il y a plusieurs produits en fait, produits de première nécessité qui venaient de Goma. Tu vois un peu. Mais du coup, qui Mhm. n'entrent plus à Kinshasa. D'accord. Oui, parce que l'aéroport est fermé. Alors, il y a plusieurs produits. Il y a beaucoup de trucs qui viennent de Goma, des trucs à manger, des pommes de terre, des trucs un peu bio, tout ça. Il y a des trucs qui viennent de Goma. Mais là, ça n'entre plus. Tu vas dans un supermarché et les produits qui venaient de Goma et tout, ils sont plus là. Tu vois un peu. Du côté économique, ça affecte un peu. Parce que Goma est coupé et ça rend les choses compliquées. Tu vois. Et du coup, si ce produit-là sont sur le marché, du coup, le prix augmente. C'est la logique. Le prix augmente. Et bon, on essaie de prendre des précautions, et tout, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop vraiment à quoi s'attendre. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement essaie de faire en sorte que cette situation ne grandisse pas. Parce que si l'incertitude grandit, il y aura la méfiance, ça va rendre la vie un peu compliquée, il y aura la rareté des denrées et tout ça, et puis il y aura ça va jouer sur le taux, et c'est compliqué. Parce qu'il y Mhm. a, Goma, c'est quand même un échange qui se fait. Il y a Goma, Bujumbura et toutes ces histoires-là. Ça transite un peu par là. Alors, quand là-bas, c'est bloqué, c'est assez compliqué. Il y a des gens qui font des transits qui vont là-bas, acheter des histoires et puis venir revendre des sacs Kinshasa. Et du coup, l'aéroport est fermé, on ne sait pas accéder là-bas. D'accord. Tu vois, Wow. c'est compliqué, super compliqué. Et
je peux te demander quelles seraient tes perspectives pour le futur de cette situation? Comment vois-tu l'avenir du Congo, enfin de la République démocratique du Congo? Penses-tu que le futur est plutôt positif? Est-ce que tu as une vision optimiste ou est-ce que tu crois que ces prochains mois, peut-être les années qui vont venir vont être plus compliquées? Comment vois-tu l'issue de cette situation? Bon, au regard de la situation et tout, c'est vrai que c'est un peu... la situation se présente un peu complexe parce que ce qui se passe là-bas déjà, c'est... Comment je peux dire? Il y a une administration, les rebelles qui se sont installés là-bas dans la ville ont installé une administration. Tu vois un peu. Il y avait toute une administration publique il y avait un gouverneur, il y avait tout ça. Et c'est eux qui ont maintenant installé une administration là-bas. Alors là, il faudrait passer, je ne sais pas moi, un dialogue où il faudrait l'option militaire que les Nations Unies et tout ça sont en train d'écarter. Ils disent que ça ne passera pas par euh, une solution militaire. D'où il faut un dialogue et tout. Bon, on va dialoguer pour quelle finalité? C'est pour, pardon, c'est pour remettre encore ces rebelles-là dans l'armée? C'est pour les remettre encore dans l'administration publique? Ou bien, ça sera quoi? On leur lègue carrément ces provinces-là et on oublie. Et là, c'est une balkanisation, chose qu'on ne veut pas. Tu vois un peu. Alors, bah, d'un côté, il y a des dialogues, il y a les dialogues de Nairobi, Kenya et tout ça, il y a le dialogue de Luanda, de l'Angola. Ce sont des Ok. réunions qui doivent se faire pour trouver une solution à cette crise-là. Mais bon, on a l'impression que les autorités sont un peu dépassées aussi, hein. On a l'impression qu'elles sont dépassées parce qu'elles ne donnent pas une piste de solution. Elles ne disent pas vraiment si, à quoi s'attendre. Mais elles continuent à garantir parce qu'on a vu, il y a des recrutements des jeunes et tout ça pour intégrer l'armée. Et bon, il faudrait que les autorités mettent seulement un peu, beaucoup de sérieux dans ce qui doit se faire. S'il faut recruter des gens, il faut les former, il faut les équiper. Il faudrait que ce soit une structure qui soit bien mise pour protéger les frontières du pays. Mais au regard de ce qui se passe là-bas, la situation est vraiment complexe parce que moi, je ne sais pas trop si le Rwanda va... Il a été demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Ouais. Je ne sais pas si ça va se faire, si ça va se faire, quand. Entre-temps, les combats continuent. De l'autre côté, il y a des villes, des localités qui sont encore en train de tomber. Il y a des gens qui meurent. Et je ne sais pas vraiment. Tout ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement fasse sa part de responsabilité. Ils ont C'est ça. été élus pour ça. Alors, ils doivent s'y mettre. Ils doivent s'y mettre. On ne veut pas des déclarations en l'air et tout ça. Non. Voilà, parce que même là, c'est encore notre problème, parce que l'ancien président a, a été cité comme étant l'un des le soutien des parrains de ce qui se fait là-bas. Tu vois un peu. Alors ça, c'est une situation encore très dramatique parce que il a ses membres ici, il y a son parti qui est encore ici. Tout ça. Alors, être cité dans ce qui se passe là-bas, c'est encore une autre question et c'est beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Le gouvernement devrait s'y mettre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, mais ils doivent trouver une solution. Ça, c'est vraiment ce que le peuple demande parce que la façon dont les villes sont tombées, on s'est dit que quelque part, l'armée n'est pas structurée, l'armée est Hmm, infiltrée, c'est alors il sûr. pas protéger. Alors, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Le Congo, c'est pas Kinshasa. On ne voudrait pas des dirigeants qui se comportent comme si le Congo se limitait à Kinshasa. Non. Ouais, bien Le sûr. Congo il est vaste et tout ça. Alors, il faudrait une administration sérieuse pour essayer de protéger la population du pays. Je vois. Merci pour ta perspective. Je vois qu'il nous reste 5 minutes avant que la réunion s'arrête. Je propose Mhm. un temps de réponse courte. Genre, je vais poser quelques questions. Tu réponds par oui ou par non ou par je sais pas. Comme ça, on finit par quelques questions peut-être plus rapides. Bon, la première question, c'est la communauté internationale a une part de responsabilité dans ce conflit. Oui, elle a une part de responsabilité. Deux poids, deux D'accord. mesures, il faudrait trouver une solution. Ok. Autre question, c'est le conflit s'aboutira d'ici 2026, selon toi. Ouais, je pense que d'ici 2026, on peut arriver à trouver une solution. Moi, je Ok. l'espère.
La solution passera par un dialogue mené par des pays africains plutôt que de pays tiers hors africains. Question assez complexe. Je crois que tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Peut-être l'Afrique seule ne pourra pas, peut-être l'Union européenne seule ne pourra pas, peut-être la RDC seule ne pourra pas. Il faudrait vraiment que les parents s'y mettent et tout le monde doit mettre la main à la pâte. La même mobilisation doit se faire aussi pour ce qui se passe à l'est du pays. Ok. Je crois que le mandat est déjà là. Il y a la MONUSCO qui est là depuis plusieurs années. Elle a déjà un mandat. C'est la plus grande mission de maintien de la paix au monde. C'est ici en Mhm. RDC. Alors, elle doit juste activer un peu son mandat, que ce soit pas juste observatrice. En fait, que Faudrait-il la le mission ne soit pas renforcer? de leur Faudrait-il donc renforcer ses renforcer capacités de... Voilà. la nation congolaise demeure assez unifiée par rapport à ce qui se passe actuellement ou pas? Est-ce qu'il y a eu l'impression que la nation s'est divisée, au contraire? La nation, c'est assez partagé de ce côté-là. Tu vois, quand il y a des opposants dans un pays, tout le monde essaie de sauter sur faire une récupération politique et tout. Mais on demande, tout ce qu'on demande à tous les Congolais, c'est qu'il y ait de la mobilisation, une unité, de manière à ce que qu'on voie, qu'on regarde tous dans la même direction, quoi, pour arriver à former une unité pour faire face à ce qui se passe là-bas. On ne veut pas des partis pris parce que c'est tel, parce que c'est X, non. Qu'on soit tous unis et voilà.